Alors, on l'aura compris, je pense, depuis le début de la soirée, s'il y a bien quelque chose que la corruption fait voler en éclats, c'est le bien commun. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, pendant longtemps, le bien commun a été le titre de l'émission sur France Culture de la personne que vous allez entendre à présent. L'émission s'appelle aujourd'hui Esprit de justice. On reste dans le ton de la soirée. Cette personne, c'est Antoine Garapon. Magistrat, ancien juge des enfants, une grande école de la sagesse, dit-il, docteur en droit, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Il est aussi membre du comité de rédaction de la revue Esprit, auteur de nombreux ouvrages sur la justice. Le constat d'Antoine Garapon est clair, la corruption généralisée met l'état de droit en péril. C'est un crime permanent contre le droit, dit-il, un crime apparemment invisible, ce qui le rend d'autant plus dangereux, avec des criminels qui bénéficient d'un sentiment d'impunité. Antoine Garapon les compare à des pirates. J'ajouterai des pirates qui contrôlent en réalité la carte de l'économie. Alors, embarquons tous avec Antoine Garapon. Eh bien, bonsoir à tous et merci beaucoup Benoît Colomba de me donner cette occasion. Votre présence ici est extrêmement encourageante pour ceux qui travaillent et qui réfléchissent sur la corruption. Alors, je ne voudrais pas être trop long, surtout après ce qu'on a entendu, ce formidable discours de Roberto Scarpinato. Première chose, je crois qu'on a un problème. Il y a un problème français vis-à-vis de la corruption. Pas tellement de la réalité de la corruption, ça je ne sais pas, peut-être, mais un problème dans notre discours sur la corruption. Je remarque à quel point les mots employés dans le débat public pour parler de la corruption sont euphémisés. On parle des affaires, il a des casseroles, et on hésite beaucoup à employer le terme même de corruption. Appelons un chat et un homme corrompu, incorrompu. Eh bien ça, nous ne le faisons pas. Et alors, je suis frappé que lorsque une personnalité politique de premier plan est mise en examen par des juges, c'est immédiatement le procès des juges qui est fait par la presse ou par une certaine presse. Et après avoir entendu les noms d'oiseaux dont la classe politique accable les juges, nous n'avons pas encore atteint ce niveau en France, mais il y a un vrai problème. Si on pense à tout le fromage, passez-moi l'expression, qui a été fait à propos du mur des cons. Alors, plus préoccupant, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose en France. Et là, c'est, à mon avis, encore plus grave, mais c'est probablement la conséquence de ce que je viens de dire. En France, il n'y a pas de condamnation contre la corruption. Il n'y a pas d'homme politique de premier plan qui s'est retrouvé en prison. Les derniers, c'était il y a plus de 20 ans, et c'est des hommes politiques secondaires, et on peut se demander en quelle mesure ils n'étaient pas lâchés, en quelque sorte, par leur parti. Alors ça me semble extrêmement préoccupant. Très peu de condamnations à des peines très faibles, pas de peine de prison. Vous avez suivi, comme moi, l'affaire BNP Paribas, où il y a eu cette transaction sur des sommes astronomiques. Et en fait, les Américains font souvent ça en matière de corruption. Il y a une affaire célèbre qui est l'affaire Siemens, où le département de la justice, le ministère de la Justice américain, a passé un accord pour 1 milliard d'amende pour Siemens pour fait de corruption. Et alors, on s'est indigné en France, à juste titre, en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette intrusion des Américains ?» etc. Et alors, la réponse pour la discussion qu'on a avec les autorités américaines, avec nos amis américains, c'est de dire « attendez, les Français, c'est très bien, vous protestez. Qu'est-ce que vous faites contre la corruption de vos entreprises? Quelle est la condamnation? À combien ?» Et alors, on a des condamnations ridicules à des centaines de milliers d'euros qui ne représentent absolument rien pour une entreprise. Donc, si vous voulez, il me semble que ceci traduit un vrai problème, un problème français. Et d'ailleurs, ce que vient de nous dire Roberto Scarpinato, il a tout à fait raison.
C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que dans des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la Suisse, il y a des condamnations, il y a des peines de prison qui sont assez dures et qui sont exécutées, pour la plupart d'entre elles d'ailleurs, jusqu'à leur terme. Mais si on regarde l'Italie, et l'Italie est dans ce sens-là véritablement un laboratoire, c'est qu'en Italie, il y a beaucoup de corruption, peut-être plus qu'en France, mais il y a une lutte contre la corruption, il y a des acteurs déterminés, une presse qui en parle, et il me semble que tout ce qu'il vient de nous dire conforte absolument ce que nous avons à apprendre de tous nos voisins, à commencer de l'Italie, qui partage beaucoup de notre culture. Alors, je dirais, ce problème français, c'est ce que j'appelle personnellement une sorte de... On a un rapport compliqué au droit et aux juges. On a multiplié ce qu'on pourrait appeler des fausses institutions. Je vous recommande de regarder sur YouTube l'audition d'un grand patron français par le Parlement. Il s'en fout, mais c'est extraordinaire. Il vient devant le Parlement et Arnaud Lagardère, pour ne pas le nommer, et puis à un moment il dit « Excusez-moi, j'ai une obligation, je dois vous quitter ». Et après avoir fait... bon. On a un vrai problème vis-à-vis de cette curieuse attitude vis-à-vis du droit. Alors, deuxième point, pour ne pas être trop long, réfléchissons un peu à ce que représente la corruption. La corruption, c'est un crime tout à fait particulier. Ce n'est pas une transgression ordinaire, parce qu'on ne transgresse pas la loi, on la fausse. Et elle est souvent faussée par ceux-là même qui ont en charge sa protection. C'est-à-dire que la corruption révèle la fragilité de nos démocraties, qui reposent sur des lois, qui reposent sur une règle du jeu. La corruption est présentée dans beaucoup d'autres pays, sauf la France, comme un crime de référence. Au Brésil, en Chine, etc. Vous le voyez comme moi tous les jours. Parce qu'en fait, la corruption, c'est un crime contre la référence. La véritable victime de la corruption, c'est la loi, le bien commun, bien sûr, mais c'est la loi. C'est un crime du deuxième degré. Et ce crime est invisible. Ce crime dilue l'illégalité dans l'apparence de la légalité. Et c'est pour ça qu'il crée une violence spécifique, une violence qui exaspère, parce qu'on ne peut pas la nommer, puisque précisément, elle est invisible, elle est innommable. Et autant la transgression de la loi, c'est à la fois une contestation, bien sûr, de cette loi, mais c'est une manière de la tester également. Délibérément, on se révolte contre la loi et on ne la respecte pas. La corruption, au contraire, c'est une neutralisation, dénaturation du droit, et on assiste à une dégradation lente, implacable, silencieuse des institutions. Parce que, et dans le fond, c'est peut-être ça le plus grave, à travers la corruption, c'est le langage même, c'est les catégories même du langage qui sont affectées. Le langage, l'institution des institutions, disait Paul Ricoeur. Il y a une déperdition, et nous le voyons tous les jours en France dans notre contexte politique. Il y a une perte, il y a une déperdition d'énergie, de puissance du langage lui-même. Les mots veulent de moins en moins dire ce qu'ils veulent dire dans la langue française. Et il me semble que cela a profondément à voir avec la corruption. Les juges ne sont pas que les gardiens de la loi, ce sont aussi les gardiens des catégories juridiques et, par-delà les catégories juridiques, les catégories même du langage. Mal nommer une chose, disait Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Et je pense qu'effectivement, en étant incapable, de par notre culture, de par notre histoire compliquée avec le droit et avec les juges, en étant incapable de nommer correctement la corruption, eh bien nous participons ou nous assistons à cette dégradation du discours politique dont Manuel Valls disait qu'il a peur qu'il devienne une langue morte. C'est ça le risque qui est au bout de cette position française si singulière. Et c'est pour ça qu'il me semble que, et votre présence ici est extrêmement réconfortante, parce que la relève de nos institutions, sortir de la crise que nous connaissons aujourd'hui en France, eh bien ça passe par une éthique de l'usage public de la parole. Ça passe par une nouvelle considération pour le droit. Ça passe parce que Rousseau appelait à la fin du contrat social l'amour sincère des lois. Très intéressant, Rousseau,
explique de quoi nous avons besoin pour fonder une république, le contrat social, et il termine par cette vertu civique qui est indispensable. Voilà, donc il me semble que, et c'est là aussi ce que nous rappelait Roberto Scarpinato, et avant même dans la première table ronde sur l'hypercitoyenneté, dans le fond, c'est notre capacité à nous tous de nous indigner, de nommer les choses par leur nom, de ne pas accepter les commodités du langage. C'est comme ça que nous lutterons quotidiennement, là où nous sommes, contre la corruption. Merci.